Avec ma collègue et amie Nicole Surchat, ici présente, nous allons nous succéder pour vous présenter une expérience qui est probablement plus originale qu'elle n'est puissante, mais l'originalité, ça fait aussi partie des éléments de la vie, et vous pourrez en juger, nous dire aussi, à travers vos questions ou vos remarques, ce que vous pouvez, vous, nous apporter comme expérience, parce qu'évidemment, nous ne voulons en aucun cas apparaître comme des gens qui se croiraient détenteurs de la vérité. Nous sommes, comme vous, en recherche. Alors, je m'appelle Robert Borel, j'ai été pendant 31 ans maire de la ville d'Annemasse, en Haute-Savoie, en France, 30 000 habitants, et j'ai toujours cru à l'intercommunalité, au milieu de voisins et néanmoins amis qui n'y croyaient pas. Donc pendant 30 ans, je me suis efforcé de leur expliquer qu'il y aurait sans doute beaucoup d'avantages à créer cette intercommunalité. Et au bout de 30 ans, au miracle, j'ai quasi réussi, puisque à partir d'une agglomération annemassienne qui a 80 000 habitants, et avec toutes les agglomérations périphériques à Genève, en France, dans 2 départements, la Haute-Savoie au sud et l'Ain au nord de Genève, on vous présentera des cartes dans un instant, nous avons créé très récemment un syndicat mixte, selon la juridiction française, de 342 000 habitants, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, je pense, en France, d'avoir un syndicat aussi grand. Alors, est-ce que c'est manœuvrable? Je n'en sais rien. On est en train d'essayer, en tout cas. Je voudrais vous dire que ce soir, avec ma partenaire Nicole Surchat qui est là, qui elle est suissesse, et elle vous se présentera tout à l'heure, elle c'est Strasbourg et moi c'est Kehl. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Et je crois important de vous donner le point de vue du petit, celui qui est, n'est-ce pas, monsieur Rauch, celui qui n'est pas aussi gros que son partenaire. Voilà. Et il faut bâtir donc avec ce partenaire institutionnel qui, chez nous, exception encore un peu particulière, est un État. Car la Suisse est une confédération, et si Berne a un certain nombre de pouvoirs régaliens, les États ont de vastes pouvoirs, et en particulier en termes d'aménagement. Et là, ils sont assez soucieux de leur indépendance pour dire à certains moments qu'ils n'ont pas besoin du tout de s'en remettre à l'État fédéral à Berne et qu'ils prennent bien leurs décisions tout seuls. Je racontais tout à l'heure à Anne Ponce une anecdote que je me permets de vous livrer, excusez-moi de radoter, mais un jour j'ai eu dans ma communauté qui n'était pas encore d'agglo, qui était de commune, un vérificateur de la Cour des comptes. Alors il a ouvert mes livres, il a regardé tout ce qui allait bien. Et pour finir, l'air perplexe, il m'a dit « Mais attendez, vous êtes président d'une association des PCI, qui est une association selon la loi de 1901. » Oui, monsieur. Et vous avez signé un traité international avec un État indépendant. Oui, monsieur. Mais il me dit « C'est exorbitant de toutes sortes de droits nationaux ou européens. » Et je lui dis « Je sais bien, monsieur, mais ça marche. » Alors ça l'a décontenancé, il m'a dit « Puisque ça marche, je referme le livre et je ne vous en dis pas plus, mais vous vous débrouillerez avec ça. » Alors on s'est débrouillé, je reviens à l'exposé. Alors vous avez là ce rond rouge qui est à l'intersection du territoire bleu-rose d'en haut, qui est la Suisse, et du territoire vert d'en bas, qui est la région Rhône-Alpes. Et ces 2 territoires ont à peu près la même superficie, à peu près la même population. Il se trouve que les conurbations importantes de la Suisse sont plutôt vers le nord, Bâle, Berne, Zurich, et celles de la région Rhône-Alpes plutôt vers le sud, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Et qu'entre les deux, la seule conurbation d'une certaine épaisseur, c'est le franco-Val d'Eau. Pourquoi Val d'Eau? Parce que Genève annexe un tout petit bout du canton de Vaud qu'on appelle le district de Nyon. Alors donc franco-Val d'Eau, genevois. Et c'est à cet endroit-là que nous avons essayé de créer un projet de territoire qui, au fil du temps, est devenu un projet urbain et puis qui voudrait même être un projet métropolitain. Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt une brochure que vous avez publiée sur Strasbourg et je me suis dit, ils sont bien comme nous quand même. Ils ont remarqué que l'État leur avait fait des avances pour faire une métropole,
qu'il s'était précipité là-dedans avec enthousiasme pour s'apercevoir après qu'il n'y avait pas un sou. Bon. Nous aussi, rassurez-vous, c'est pareil. Et je vous expliquerai un peu plus loin comment on s'en est sorti. Alors là, voilà notre carte. Hein. En jaune, le jaune le plus clair, le jaune clair, le canton de Genève. Alors, vous voyez qu'il est rattaché au district de Nyons, c'est-à-dire au canton de Vaud qui est en brun, par ce mince pédoncule, 4 km de frontière commune entre Genève et le reste de la Suisse. Un peu plus de 100 km, 115, de frontière commune avec la France. Et vous voyez que Genève est une espèce de doigt de gant enfoncé dans le territoire français, ce qui fait que la frontière a beau avoir existé depuis le traité de Vienne et avec un certain nombre de remuements à différentes époques, les gens s'en fichent. Et combien de montres en or auraient-elles pu passer dans les chars de foin à travers la frontière tout au fil du temps? On ne sait pas. Tout le monde est plus ou moins apparenté avec ceux qui sont de l'autre côté. Je pense que ça doit être un peu pareil entre Strasbourg et Kiel. On a des cousins de l'autre côté. Et puis on est à la fois dans la dialectique de l'identité, on se ressemble absolument. À la frontière, vous avez un quartier qui s'appelle Moille-Sul, mouille les souliers, ce qui est un ruisseau. Donc d'un côté c'est Moille-Sul en Suisse, de l'autre côté c'est Moille-Sul en France. Ça ne s'écrit pas la même chose, évidemment, parce que chacun a sa fierté. Et on a à la fois cette identité et puis ces histoires de clochers qu'ont tous les bons voisins depuis toujours, qui font qu'on se bagarre tout en étant profondément semblables. Alors en bleu, vous avez ce que j'ai réussi à faire à force de persuasion. Comment vous avez dit ça, de ténacité? Non, c'était pire que ça, je crois. C'était opiniâtreté. J'ai quand même réussi à rassembler tout ce bleu-là. 342 000 habitants, vous voyez. Alors là-dedans, évidemment, il y a une ribambelle de communes, il y a 2 départements pour faire un peu plus compliqué, il y a des UMP, des socialistes, des Verts, des sans-partis, des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils sont, etc. etc. Quelques gens très décidés à faire de l'intercommunalité, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et en face, le canton de Genève, lui, il est extrêmement organisé, centré autour d'un conseil d'État. Les communes qui n'ont pas eu, comme nous, la loi de décentralisation de 1982, n'ont pas de pouvoir d'urbanisme, ou si peu. Elles ont un avis à exprimer sur ce que dit le Conseil d'État, ce qui fait que du côté jaune, on parle d'une seule voix. Du côté bleu, il faut des parlottes et des palabres, et c'est interminable. Voilà, alors depuis 1973, il y a un accord de soutien de la Suisse à la France voisine. Parce que depuis 1973, Genève a bien remarqué que c'était la France qui lui logeait ses travailleurs. Donc sur la protestation d'un certain nombre d'élus à l'époque, qui étaient des élus locaux, parce que tout est parti des élus locaux, il y a eu un accord passé avec les Genevois, et vous voyez que ça a pris une note tout à fait officielle, puisque c'est une commission mixte consultative qui est au niveau des ministères, un comité plénier qui est coprésidé par le président de la région Rhône-Alpes et par un conseiller d'État genevois. Ensuite, on arrive alors chez les élus locaux, là, et vous avez dans le bureau quelques personnes qui représentent les collectivités de base. Et puis en dessous, toutes ces choses là sur la ligne rouge, ce sont les commissions de travail de ce CRFG. Alors il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça s'arrêtait là. Et elles se réunissaient quelques fois dans l'année, elles échangeaient un certain nombre de points de vue diplomatiques. Mon cher collègue, mon cher confrère, merci de votre sympathie, de votre amabilité. Nous n'allons pas manquer de faire des échanges d'orchestre ou des échanges de sportifs. Nous ferons un match au bénéfice des œuvres sociales, etc. En 1973 à 2010, vous voyez, ça fait presque 40 années, il ne s'est à peu près rien passé d'institutionnel. Alors pendant ce temps, on avait des gens qui arrivaient. La courbe de croissance est toujours aux environs de 2%, ce qui est énorme. Les gens s'installent en France parce que les terrains sont moins chers, ils travaillent en Suisse parce que les salaires sont meilleurs. Les écarts de fortune dont John Ford disait qu'ils ne devaient pas aller au-delà de 1 à 30, sinon c'était la révolution, ils sont chez nous de 1 à 100. Et au bout d'un certain temps, les élus locaux français en ont eu assez de gérer ce désordre, donc ils ont créé la 8e commission, celle qui est dans l'Oval.
par déférence vis-à-vis de nos tuteurs, on l'a mise sous la houlette de la commission mixte consultative et du comité plénier, mais en réalité, elle est tout à fait autre chose. C'est là que Mme Surchavial travaille avec quelques collègues, et là, j'aime autant vous le dire, ça ronfle. Il s'est passé plus de choses en 3 ou 4 ans dans cet ovale qu'il s'en est passé en 40 ans dans les autres commissions. Donc c'est un message d'espoir que je vous lance. Nous sommes capables de faire des traités absurdes entre des associations loi 1901 et des États. Nous sommes assez respectueux des institutions pour que les préfets, les présidents de conseils généraux, les présidents du conseil régional ne nous abandonnent pas, siègent dans tout ça, et le cas échéant nous apportent quelques subventions. Alors sur les subventions, voilà, vous retrouvez ici la coopération métropolitaine à laquelle vous avez cru comme nous, mais il ne s'est rien passé. Vous retrouvez ici les conventions départementales, mais chez nous, les départements actuellement sont un peu oppressés par la pauvreté due aux actions de solidarité, donc ils ne s'engagent pas beaucoup. Donc nous avons en fait 2 financeurs. Nous avons la Confédération suisse, d'une part, et les grands projets Rhône-Alpes, d'autre part. La région participe beaucoup, elle y croit très fort, elle nous a vivement encouragés. Et ça, c'est vraiment, côté français, le pendant de ce qu'on a côté suisse comme partenaire. Ça, c'est le fonds d'infrastructure de Berne. Madame Surchavial vous en dira plus que moi, parce que c'est vraiment son pays, mais ce n'est pas le mien. Mais vous voyez qu'on a, à partir d'un certain nombre de projets qui ont été répartis sur la Confédération en fonction de ses besoins, 3,5 milliards qui ont été réservés par le gouvernement bernois sur la base des projets d'agglomération, pas seulement d'une autre, hélas, mais ils ont quand même subventionné avec ça des choses en France, ou en tout cas ils sont sur le point de le faire, et c'est assez original et généreux pour qu'on puisse le remarquer. On est là dans une véritable tentative de solidarité. Le CEVA, chers collègues, désolé de vous contredire, ce n'est pas un tram, c'est un train. Une locomotive qui était en gare d'Annemasse, à 5 km de la gare de Genève, devait faire 80 km pour l'atteindre, il fallait qu'elle passe par Bellegarde, parce que les militaires, dans le temps, n'avaient pas voulu mélanger les 2 réseaux. Alors on a voulu régler ce problème en faisant une liaison à travers Genève et Annemasse, qui nous permet d'avoir l'espérance que nous serons autre chose qu'un bout de ligne en termes ferroviaires, que nous développerons notre ferroviaire, mais il y a aussi en plus un certain nombre de trams, et c'est vrai que ça fait partie de nos projets importants. Le cadre fédéral, je laisserai à Mme Surchavial le soin de vous l'expliquer. Moi, j'ai appris à cette occasion-là que, contrairement à leur réputation, les Suisses n'étaient pas lents. Ils sont affreusement rapides. Et ils sont affreusement rigoureux. Si vous ratez de 24 heures la date de remise de votre dossier, vous pouvez courir. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. On s'y fait. Ça nous a beaucoup appris de choses. On s'est mis à travailler aussi d'arrache-pied. Alors voilà, la frontière entre le jaune et le bleu, il y passe 500 000 personnes par jour. C'est vous dire que c'est la vraie passoire. La moitié passe aux heures de pointe, c'est-à-dire domicile-travail le matin, travail-domicile le soir. Mais l'autre moitié passe en cours de journée n'importe quand, pour des achats, pour des loisirs, vous avez le camembert ici, pour des relations professionnelles, pour aller chez le dentiste, pour aller faire ses courses, et le cas échéant pour ne rien faire du tout, parce qu'on circule là-dedans comme si c'était une seule ville, une seule métropole. Les transports ferroviaires, enfin les transports collectifs plus exactement, sont assez bons. Vous voyez, le pourcentage de 27% sur la liaison entre Genève et le pays de Nyon, parce que là, il y a la ligne ferrée Genève-Lausanne. Ailleurs, c'est dérisoire. Annemasse s'enorgueillit de faire 10% pour les transports collectifs. Vous voyez, le Pays de Gex, c'est 4%, le Chablais, c'est 2%, Saint-Julien, c'est 1%. Autrement dit, on est à l'état embryonnaire. Voilà le lieu où habitent les 50 000 frontaliers qui, tous les jours, vont travailler à Genève. Et on pourra reparler, si vous voulez, tout à l'heure dans les questions, de ces accords bilatéraux qui nous font râler de temps en temps, nous, Français. Je pense à Strasbourg, peut-être comme à Annemasse, parce qu'on a l'impression que nos amis suisses, et je dis bien nos amis, en appuyant très fort sur le A, sont quand même en cette particularité d'avoir voulu jouer l'Europe avec les profits et sans les pertes, et que ça nous cause un certain nombre de désagréments. Voilà la stratégie de rattrapage des transports publics. Comparer la densité autour de Zurich, autour de Berne, ça descend un peu autour de Lausanne, autour de Genève, vous n'avez plus rien.
qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Genève a vécu, et je le dis avec toute la sympathie que j'éprouve pour mes partenaires, pendant longtemps en profitant de l'effet frontière. La frontière à 5 km de son centre-ville, ça permet de ne pas développer ses réseaux comme les développe toute métropole. Ça permet de garder ses diplômés chez soi, ça permet d'avoir les fortes valeurs ajoutées chez soi, et puis de laisser les fleuristes et les réparateurs de bicyclettes sur le territoire voisin. Donc ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas seulement une stratégie de rattrapage des transports, c'est de créer une métropole, et avec un mot qui nous revient tout le temps, nous voulons que ce territoire soit solidaire. Et on part de loin, j'aime autant vous le dire, parce qu'on a en plus deux monnaies qui n'ont pas la même valeur, et que pendant longtemps, une infirmière qui gagnait à l'époque, je dirais X en France, gagnait tout d'un coup 2X et demi, 3X quand elle passait en Suisse, et qu'elle n'hésitait pas longtemps, même si c'était la France qui la formait. Donc c'est normal, hein, les Genevois ne sont pas plus méchants, plus pervers que les autres, ils ont simplement joué de la facilité que leur donnait ce contexte, et nous n'avons pas su nous défendre. Et pour nous défendre, il fallait être ensemble. Il fallait donc créer cette intercommunalité. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Mieux gérer la mobilité, mieux répartir les constructions de logements et la localisation des emplois, maîtriser l'étalement urbain, diminuer l'impact sur l'environnement, développer les services à la population. Et là, on arrive au projet qui a fait l'objet de cette fameuse signature, hein, sur un bateau en rade de Genève, le 5 décembre 2007, et qui nous fait un plan de 30 ans, en phase. Voilà, dans les 30 ans, ce qu'on va faire. Les Genevois, les Suisses plus exactement, avaient dit on va faire ça, c'est-à-dire ce qui est à gauche. On va faire de l'urbanisation, de la mobilité, de l'environnement. C'est là-dessus que les crédits bernois sont fixés. Nous avons dit, nous voulons bien, mais nous voulons à condition que vous acceptiez d'y ajouter les politiques de service. Alors, la formation, le social, la santé, la culture, l'économie, l'agriculture, le logement, l'environnement, la mobilité, et puis cette partie spécifique de l'urbanisation qui est liée à une certaine vision du territoire étroit avec beaucoup de gens dans lequel il faut faire des économies absolument de terrain. Et là-dessus, on a envoyé tout ça à Berne en se disant ils ne vont pas nous accepter sur la partie droite, ils ne nous ont pas accepté en financement parce que ce n'était pas leur projet, mais ils nous ont beaucoup félicité de l'avoir fait. Ils nous ont noté excellemment en disant « Vous avez vraiment voulu faire un projet de solidarité complet et c'est bien, on va se permettre de le recommander à un certain nombre de nos villes et de nos environnements. » Alors voilà, vous avez la charte en haut et puis les cahiers en bas, les multiples cahiers dans lesquels on étudie chacun de ces thèmes et on essaye de trouver un certain nombre d'accords locaux que je vais symboliser par un ou deux d'entre eux. Par exemple, en termes de logement, nous savons que nous aurons, par la simple prolongation des courbes d'aujourd'hui, sans appeler vers nous des immigrants, ça vient tout seul. Un sociologue géographe me disait il y a quelques années, vous êtes une région très favorisée parce que quand vous êtes en prospérité, les gens viennent vers vous pour en bénéficier, donc vous êtes toujours une terre d'immigration. Puis quand vous êtes en crise, ils viennent quand même parce que vous êtes moins en crise que les autres. Donc on a le revers, c'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent, on n'a pas toujours forcément des emplois à leur donner, mais c'est quand même un atout. On sait qu'on en aura 200 000 de plus dans les 30 ans, on a décidé que cette fois on en logerait 100 000 en France, mais pas plus, et que les Genevois en prendraient 100 000. Et c'est un effort pour eux tout à fait considérable parce qu'il y avait un certain nombre d'années qu'ils ne construisaient plus. Les emplois, on en aura 100 000 de plus, enfin, tout au moins si on veut nourrir les 200 000 personnes, c'est au moins ce qu'on essaiera de faire. 70% seulement s'installeront à Genève, 30% s'installeront en France. On y accepte, on y veut maintenant, avec l'accord des Genevois, des entreprises à forte valeur ajoutée. Les associations internationales qui font la réputation mondiale de Genève, elles traversent maintenant la frontière. Je vais avoir terminé parce que je vais laisser ensuite la parole à Mme Surchat pour des choses qui sont beaucoup plus précises que les miennes, qui sont surtout des réflexions, je dirais, de vieil élu qui méditent un peu sur la nature des choses. Voilà une agglomération que nous avons voulu compacte, multipolaire et verte, avec une définition très précise, vous voyez, de la cartographie de détail, c'est un coin de notre territoire, comme il pourrait y en avoir d'autres,
Mais vous voyez qu'on définit des centres régionaux, des centralités locales, qu'on a des projets spécifiques d'habitat, d'activités denses, de zones mixtes, etc., de part et d'autre de la frontière. Et ça aboutit à ce type de schéma illustratif qui est notre référence pour les POS, pour les SCOT, pardon. Nous sommes dans un des 6 territoires en France qui devaient bénéficier d'une directive territoriale d'aménagement, DTA des Alpes du Nord. Elle est en panne aujourd'hui. Elle est en panne au Sénat. Et vous avez vu dans les journaux ces jours que ceux qui veulent la rendre non opposable, c'est-à-dire inopérante, sont plus nombreux que ceux qui veulent en faire quelque chose d'effectif. Donc on va encore ne pas avoir de document national de référence qui nous encadre. Eh bien, ma foi, on s'en passera, on fera avec des documents locaux. Et je ne vous expliquerai pas à quel point, de temps en temps, les préfets sont fâchés de nous voir faire ça, alors qu'ils auraient dû le faire eux-mêmes. Mais bon, le plan paysage, les lieux de frottement, ça, c'est tous les endroits où on a des problèmes spécifiques et qu'il faut analyser. On est en train de le faire. Un concept transport public qui, à partir du CEVA, qui va transversalement la pointe du lac, qui rejoint la gare de Genève qui est au nord avec la gare d'Annemasse qui est au sud, mais aussi tout un concept de tramway qui sont à la fois parfois des radiales et parfois des circulaires, un concept de transport individuel sur lequel on est largement avancé, un concept de mobilité douce. Voilà, je vais passer la parole à Madame Surchat. C'était pour vous dire qu'il y avait bien à faire, hein, et que tout ça, ça partait surtout d'une constatation, une double constatation. La première, c'est qu'on a 1000 atouts, mais vous en avez autant à Strasbourg et à Kiel. Et la deuxième, c'est qu'on ne les exploite pas. Et qu'il y a une espèce de frilosité à vouloir bouger les institutions, changer les choses, parce qu'on se dit on n'y arrivera pas, parce qu'on va heurter des susceptibilités, parce qu'il y a les querelles politiques, parce que ci, parce que ça. Alors bon, là, ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que ça marche plutôt bien quand on s'y met et qu'on en veut. Les zones frontières en France n'ont toujours pas de politique. Il y a un Alsacien qui s'appelle Jean Huberschlag, que vous connaissez sans doute, qui a fait un rapport, je crois, il y a 14 ans, qui était excellent, sur la nécessité de faire une politique des zones frontières. Aujourd'hui, ça rebondit à travers Pierre Lelouch et une mission parlementaire dans laquelle vous avez d'ailleurs une Alsacienne, Fabienne Keller, et puis quelqu'un de chez nous, Étienne Blanc, plus une Pyrénéenne, Mme Sanchez-Schmidt. Ils sont en train d'essayer de définir une politique des frontières. Moi, je voudrais citer M. Delbar, le maire de Dunkerque, qui a dit dans un colloque récent les frontières, avant, c'était les extrémités du monde. Aujourd'hui, c'est devenu le centre des activités.